Je lance l'enregistrement. Alors bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Donc on a le plaisir de recevoir Manon Yurtich, qui est doctorante en histoire à l'Université Lyon 3, sous la direction de Éric Baratet, et donc qui travaille sur les courses hippiques et l'économie du cheval de course dans les départements du Nord, de la Normandie et d'Île-de-France. Et donc, tu proposes une histoire comparée des pratiques et des influences du milieu sur les territoires, les populations et l'histoire animale au XVIIIe et enfin, du XVIIIe au XXe siècle. Alors aujourd'hui, tu vas nous exposer une présentation qui s'intitule Lire les émotions équines en course, une approche historique et animale. Je te laisse la parole et on ouvrira l'échange avec la salle juste après. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction. Et alors simplement au niveau de mon titre de thèse incroyablement long en bonne 19e que je suis, il y a eu quelques petits changements dont on va parler du coup spécifiquement aujourd'hui. C'est-à-dire que on n'est plus sur un titre aussi long et sur cette économie un petit peu du cheval de course. On va être vraiment sur une lecture vraiment des émotions équines, sur ce qu'on appelle le point de vue animal. On va y revenir très rapidement. Alors pour la petite histoire très rapide, moi je travaille sur les courses hippiques depuis que je suis en licence 3 à peu près. Donc j'ai commencé ça à l'université de Lille sous la direction de Laurent Brassard. On a commencé un petit peu à travailler sur cette histoire des courses puisque c'est un petit manquement au niveau historique. C'est pas forcément un sujet qui est très repris par les chercheurs, en tout cas en histoire, beaucoup évidemment par les vétérinaires, beaucoup en génétique, ce genre de choses, en sciences du vivant, on va dire ça comme ça, mais pas spécialement en histoire. Et moi, je me suis intéressée au départ au département du Nord puisque j'étais à Lille, et je me suis rendu compte que c'était une histoire exceptionnelle qui dépasse très largement le cadre sportif et qui n'en est même pas. Le cadre sportif n'est pas du tout à l'origine de la création des courses, ça aussi. Alors la présentation étant plus courte, je peux pas vous faire une histoire complète de ce que représentent les courses hippiques, mais il faut quand même se dire que c'est un système qui a été pris effectivement sur ce modèle du turf anglais, et qui était censé renouveler le cheptel chevalin en France, qui décroît énormément, particulièrement au début des guerres de Louis XIV. On a très peu de cheptel équin, en fait, tout simplement en France. Et en plus de ça, on se fournit en extérieur. Voilà. Donc les bases de mon travail à l'origine, effectivement, c'était cette économie du cheval, voilà, c'est toute cette institutionnalisation et cette professionnalisation en fait de la pratique. Et puis je me suis très vite rendu compte, façon de parler, qu'on faisait vite le tour, que les sources sont extrêmement administratives, c'est-à-dire que vous avez des échanges principalement entre les directeurs de sociétés de courses qui se créent au fur et à mesure. Ça aussi, on pourra en faire toute une présentation, mais on va aller au plus court. Et les sous-préfets, le préfet, pour la création de mouvements de course. Et ensuite, ce sont des échanges, en fait, tout simplement à l'échelle. Et ensuite, on repart vers les présidents de sociétés de course pour valider. Mais c'est principalement des échanges qui sont très administratifs, en tout cas dans les sources que vous allez retrouver aux archives nationales ou aux archives départementales. Vous avez beaucoup de documents en fait qui sont simplement des correspondances, des validations d'emplacement, des validations de programmes, mais on n'arrive pas forcément. On arrive bien entendu à construire cette économie aussi avec la création des paris, du pari mutuel et du pari mutuel urbain au fur et à mesure. Ça aussi, c'est une très grande histoire. Mais je me suis très vite interrogée sur le sujet principal de la course, c'est-à-dire le cheval, après tout, et qui est quand même acteur principal et qui mérite tout simplement d'être visible autrement que comme support de performance, bien sûr. Donc naturellement, je me suis tournée vers un directeur de thèse qui avait justement cette approche, c'est-à-dire Éric Baraté, donc à l'Université de Lyon, précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui le point de vue animal, un renversement un petit peu de lecture
sur le sujet forcément des animaux et qui vous pousse à une gymnastique cérébrale un petit peu complexe parfois et qui pose question, et ça je l'entends absolument, hein, ça reste parfois des travaux au niveau expérimental, hein, soyons honnêtes, c'est très compliqué, on y reviendra après parce qu'effectivement il y a des limites. On ne va pas y revenir après, on va y revenir tout de suite. Des limites qui sont évidentes puisque les sources sont de production humaine, vous le savez très bien, vous y êtes confrontés. Moi, je n'ai pas d'écrit d'un cheval qui subitement aurait eu envie de me raconter son histoire. Par contre, si j'arrive un petit peu à renverser les lectures, sans faire d'anthropomorphisme, on arrive un petit peu à progressivement déceler ce vécu animal, on arrive à lire ses émotions équines, que ce soit en course ou autre, et à avoir cette approche à la fois historique et à la fois animale. Alors, pour poser les bases du travail, on va dire que n'importe qui travaille sur les chevaux, voilà, c'est toute cette histoire. Alors, ce sera une base très succincte hein, que je vous donne. Évidemment, Daniel Roche, la culture équestre de l'Occident, je pense que Camille aussi le voit en long, en large et en travers depuis des années maintenant. Voilà, et je vous ai pris un petit extrait qui fait partie du tome 3. Donc, les hippodromes méritent à ce titre l'attention que l'historien doit accorder à tous les lieux de la fertilité culturelle, entretenant l'intelligence et l'attention, les débats moraux et scientifiques. Alors, c'est très intéressant puisque également dans ce tome 3, Daniel Roche va préciser que si un jour un historien ou une historienne pourrait se pencher sur la question de cette histoire des courses, parce qu'effectivement, dans ce tome 3, il y a un passage dans un chapitre sur les courses hippiques qui est un petit peu plus réduit que les autres, forcément, puisque les sources n'étaient pas forcément dépouillées à ce moment-là, mais il dit lui-même, effectivement, enfin disait lui-même, que ça serait quand même extrêmement intéressant de se pencher un petit peu sur cette histoire économique, sociale. Alors, pas forcément du cheval, évidemment, mais vu les thématiques, c'est tout à fait logique. Donc, voilà, c'est un sujet à traiter. Et hop, je vous ai mis là. Voilà, donc on y revient avec Daniel Roche, on a le cheval vraiment comme fait culturel majeur en Europe, ça on le sait tous, hein. Un rapport social, politique et très symbolique au cheval et une construction des pratiques équestres modernes qui sont démontrées à travers ces 3 tomes qui sont absolument passionnants et qui constituent une base de travail exceptionnelle, avec évidemment une centralité humaine tout à fait logique, attention. Bien entendu, quand je vous parle de ces ouvrages, je ne parle pas de manquements, mais simplement de travaux qui, à l'heure actuelle, peuvent être complétés justement par de nouvelles théories comme celle que mon directeur de thèse développe depuis quelques années maintenant. Alors, un livre de Guy Thibault, Un autre regard sur les courses. Alors, on a l'avantage que Guy Thibault vous raconte une histoire qui, sur une très grande partie en fait de l'ouvrage, il l'a vécu vraiment de l'intérieur puisque membre effectivement des courses hippiques et vraiment voilà un très très grand passionné qui a produit un ouvrage assez exceptionnel avec une lecture historique globale hein, parce qu'il remonte vraiment même toute une partie, je pense particulièrement à Camille sur l'élevage qui est très intéressante. Le rôle central du modèle anglais dans les courses, parce que ça, effectivement, c'est pas à nier, c'est une évidence. Et les courses comme phénomène social et culturel, et le cheval au cœur d'un système, encore une fois, économique et symbolique. Et on retrouve à chaque fois, et c'est tout à fait normal, cette notion économie qui est majeure vraiment dans cette histoire des courses. J'en ai passé un, mais que tout le monde doit connaître aussi quand on s'intéresse effectivement aux courses hippiques. Donc un livre de Nicole de Blomac, La gloire et le jeu des hommes et des chevaux, 1766-1866. Base de travail exceptionnelle. Hein. Nicole de Blomac a travaillé toute sa vie sur l'histoire des courses. Ça a été vraiment c'est passionnant vraiment tout ce qu'elle a pu trouver, voilà. Encore une fois, une histoire culturelle de la compétition équestre, hein, ce que ça représente au niveau symbolique, avec le cheval au cœur d'un système de valeurs extrêmement précises et qui se traduit par ces joutes un petit peu hippiques à travers les villages, notamment avec ses courses au clocher, hein, où le cheval apparaît vraiment comme partenaire et encore une fois support de performance. Alors, héritage historiographique et perspective. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment des travaux qui ont posé les bases essentielles de l'histoire des courses et de cette culture
équestre, les institutions, les pratiques, les représentations, les valeurs sociales et symboliques. Donc évidemment, en toute logique, ça a été envisagé selon le rapport du cheval dans sa relation, on va dire, à l'homme et dans le prolongement de ses recherches. Par contre, c'est une base incroyable de travail et il devient possible d'interroger l'expérience sensible de l'animal et de relire les sources ou d'en découvrir de nouvelles justement avec ce nouveau prisme à partir de réactions corporelles et émotionnelles. Alors, petite souris. La question à 1 million, peut-on écrire une histoire du point de vue du cheval? Alors, toujours, ce sont des théories qui sont parfois très critiqué et ce que je peux entendre tout à fait, je vous le disais tout à l'heure. En revanche, on a ce courant des animal studies qui ont déplacé le regard, hein, vous le savez, depuis une quarantaine d'années. L'animal, c'est plus seulement un objet, c'est un partenaire, c'est un agent. Je vous parlais tout à l'heure du cheval comme acteur des courses, c'est exactement ça, sauf qu'on va être dans une perspective un petit peu plus poussée et vraiment essayer de retrouver ces émotions animales, ce point de vue animal. Et on sait, les animaux ont une histoire, c'est nécessaire de les étudier, voilà, et au prisme d'une pluridisciplinarité évidente, puisque vous le savez, on ne peut plus rester un petit peu enfermé dans notre pratique historique. C'est très intéressant de pouvoir discuter avec des chercheurs qui viennent d'horizons divers et variés pour compléter, parfois mieux comprendre certaines choses. Je parlais très récemment, je veux dire, avec des archéozoologues qui apprenaient beaucoup sur notamment ce qu'on peut retrouver sur certains zoos de chevaux qui ont participé à la guerre et à quel point c'était intéressant de voir les réactions sur les supports, par exemple, ce qu'ils avaient pu tirer, notamment les canons, vous voyez, ce genre de choses, et ce que ça avait eu comme influence sur l'ossature, particulièrement, et sur le vieillissement osseux. Enfin bref, tout ça pour vous dire que l'enjeu de la méthode, ça va être vraiment de dépasser l'anthropocentrisme. C'est extrêmement difficile. Je vous le disais tout à l'heure, ça demande une gymnastique cérébrale intense et c'est le cas. Et merci à mon directeur de thèse qui remet régulièrement sur le bon chemin puisque c'est pas spécialement évident, hein. Je veux dire, on a des limites sur les sources. Ce sont des sources de production humaine et il suffit, en fait, c'est plus une question de vocabulaire et d'intention. Alors, ce que je disais tout à l'heure, ça reste très expérimental, mais ça reste très intéressant. Difficulté, limite et enjeu, voilà, j'étais un petit peu en avance. Les sources sont produites par des humains, c'est une évidence. Donc, un filtre anthropocentré. L'animal ne laisse pas de récit, en tout cas direct. Risque d'anthropomorphisme évident, voilà. Et le risque inverse, réduire l'animal à un simple mécanisme, effectivement. Comment accéder à une expérience sensible indirecte? Comment repérer une émotion animale, par exemple, dans une source historique, puisque si vous lisez, notamment, je vous disais tout à l'heure, les sources d'archives aux archives nationales, en ce qui concerne les courses hippiques, c'est purement administratif. Et ça va être énormément de choses sur le pari mutuel, la loi de 1891. Je ne peux pas y revenir en détail, mais c'est un sujet très intéressant, mais qui ne va pas concerner directement les chevaux, ça va plutôt être indirect. Mais là, retrouver un sensible animal, c'est pas possible. Donc, en tout cas extrêmement difficile, ou pour le moment, j'ai pas réussi. Mais vous avez dans les sources manuscrites, hein, c'est principalement moi ce qui va m'intéresser, ça va être les témoignages de personnes qui assistent aux courses, par exemple, notamment, je pense à Eugène Gaillot, on y reviendra tout à l'heure, évidemment, et qui vous décrit dans un ouvrage, par exemple, Epsom, Chantilly et Bade, il va vous expliquer, voilà, vous avez une description extrêmement complète de ce que devient, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était Chantilly, de ce que devient la ville de Chantilly quand il y a un mouvement effectivement de course. C'est un monde, hein. Les gens déménagent avec leurs meubles, ils s'installent, ils ramènent vraiment l'entièreté de la maison parce qu'ils savent qu'ils restent sur une période assez longue et c'est un investissement total en fait des personnes dans la pratique. Et on arrive, grâce à Eugène Gaillot qui se concentre aussi en tant que journaliste sportif, hein, sur les chevaux, à déceler certaines émotions, hein. On y reviendra plus tard parce que j'ai tout à fait conscience que ce que je vous dis sur cette très grande introduction est extrêmement abstrait, mais on va mettre ça en pratique ensuite. Donc, comment j'aborde une source? Effectivement, en dehors du côté administratif, économique, social, symbolique, qui est absolument nécessaire dans mon travail
et qui pose les bases de tout finalement, on va essayer de se pencher un petit peu sur le vocabulaire. Est-ce que dans un récit, on va entendre parler par exemple d'un refus? Ça, on le voit énormément dans ce qu'on appelle les steeplechase, donc vous savez, ce sont les courses d'obstacles. Alors, à savoir que ces courses d'obstacles sont condamnées par beaucoup de personnes dès le 19e siècle. Hein. Ce sont des courses qui sont euh, très utiles, je vais dire ça comme ça, à étudier puisque elle témoigne vraiment en fait d'une forme de violence que le spectateur en fait reçoit et réceptionne très mal. D'autant plus que, au fur et à mesure, vous le savez, on va avoir la création de la SPA en 1845 et la loi Grammont en 1850. Donc, le steeplechase, vous prenez les bulletins, petite parenthèse, mais vous prenez les bulletins de la SPA, par exemple, à partir du moment où elle est créée, on parle énormément des courses de taureaux. Les courses de taureaux sont totalement condamnées. C'est un combat vraiment permanent de la SPA. Moi, j'étais très étonnée parce que, vu la réception parfois des courses qu'on a encore aujourd'hui avec un public qui a beaucoup, enfin, je veux dire, dans le champ lexical, on est vraiment sur la maltraitance hein, pour beaucoup de personnes, ce qui est totalement entendable sur certains points. Et déjà à cette époque, on parle des courses de taureaux, mais pas des courses de manière générale. En revanche, quand on commence à parler des courses d'obstacles, là, la SPA réagit tout de suite en condamnant, puisque c'est là où il y a le plus d'accidents, le plus, le plus de morts, que ce soit humains et, alors je vais dire, animaux humains et animaux non humains, parce que ça sera pour mon directeur. Mais effectivement, c'est là où on a le plus de morts des deux côtés et où le spectacle, au départ, est un petit peu grisant pour le public et finit par être extrêmement violent. Et on arrive à un moment du 19e siècle où on veut la cacher, cette violence, hein, puisque on considère que la violence également sur les animaux produit de la violence entre les hommes. On en a marre des combats de rue, voilà, de cette violence qui est présente et qui dérange, alors attention, petite parenthèse, qui dérange beaucoup plutôt l'aristocratie, puisque la SPA, à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez faire un don, vous pouvez participer. Au départ et à sa création, la place est extrêmement chère. Hein. C'est absolument pas accessible à tous, c'est très loin de là. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez avoir dans les membres de la société en 1845, vous avez Joseph Holler, qui est le créateur donc, de ce pari mutuel sur les hippodromes, qui est membre actif de la société de protection des animaux. Donc voilà, donc petite parenthèse terminée, très grande parenthèse. Effectivement, identifier ces traces corporelles, et ben, quand on parle par exemple de ces courses d'obstacles, c'est très intéressant pour moi, puisqu'on va avoir des mentions de chevaux qui se cassent les pattes régulièrement, refusent de sauter, semblent terrifiés par l'obstacle. Vous voyez un petit peu, c'est ce genre de vocabulaire que moi je vais chercher et qui ensuite va me permettre de discuter avec des collègues d'autres disciplines, particulièrement les éthologues, parce que c'est ce travail collaboratif avec l'éthologie, les sciences vétérinaires, la génétique, l'archéozoologie, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une mine d'or pour moi, puisque ça me permet de contrer justement ce potentiel anthropomorphisme, de discuter avec eux et de voir que, en toute connaissance des comportements actuels des chevaux, par exemple, quand j'ai une trace et qu'on me dit, ben voilà, le cheval a refusé parce que on parle beaucoup de leur non-intelligence hein, à l'époque. Ben, vous discutez avec les éthologues, pas du tout. Vous replacez dans le contexte de la course, sur la vision du cheval, par exemple, sur le ressenti qu'il peut avoir face aux obstacles, de ne pas savoir ce qu'il y a derrière, si on considère qu'il y a eu un refus, par exemple, sur un obstacle plein, ce genre de choses, et ben, ça vous permet tout de suite de renverser un petit peu les perspectives. Et évidemment, de replacer le comportement dans son contexte. Et vous avez aussi chez Eugène Gaillot toute une description, je retrouverai précisément pour ceux effectivement que ça intéresse, je ne pouvais pas tout mettre évidemment, toute une description d'un cheval qui arrive sur l'hippodrome et regarde la foule, et il va vous dire qu'il regarde son public et que ça lui donne un petit peu comme nous, si on est athlète, on va dire olympique, c'est la thématique, les JO commencent ce week-end, ça va être la valorisation du public, le cheval se sent observé, donc on sait qu'il va faire une bonne performance, un petit peu, façon de parler par vantardise. C'est très intéressant, c'est une projection humaine qui est fascinante, et quand vous
renversez un petit peu et que vous faites participer les autres disciplines scientifiques, vous vous rendez compte tout simplement que le cheval, on précise bien dans l'écrit qu'il n'a jamais mis les pieds sur cet hippodrome, donc tout simplement il prend connaissance de son environnement comme le font tous les chevaux, probablement avec inquiétude et avec curiosité, on le sait, mais il n'y a pas vraiment cette notion en fait de compétition et de mise en compétition avec les autres qui est pourtant écrite. Voilà, donc l'importance de croiser les lectures et de faire plus, entre guillemets, qu'une analyse historique. Méthode pluridisciplinaire, je vous en ai parlé, à savoir que je pense qu'il faut effectivement pas prendre. Je dirais qu'il faut prendre chaque discipline seule pour ce qu'elle apporte et après faire effectivement un cocktail un peu détonnant et plutôt novateur, mais absolument passionnant. L'histoire seule, effectivement, moi je me suis rendu compte, hein, c'est pour ça que toute cette thèse a changé au fur et à mesure. Hein. Alors c'est le danger, mais c'est aussi l'intérêt. C'est que l'histoire seule m'a très vite donné des limites, hein, tout simplement par des sources humaines, certains biais anthropocentrés si on veut travailler sur le point de vue animal, évidemment. Et j'étais très vite bloquée dans une histoire administrative, sociale, économique, qui, quand on en a fait effectivement le tour, on s'aperçoit très vite que la pratique des courses, elle n'est pas spécialement différente d'un département à l'autre, contrairement par exemple à la politique de l'élevage. Déjà, je pense encore à Camille. Donc, l'éthologie seule, c'est de la même manière. Moi, les éthologues m'apportent beaucoup, mais c'est assez réciproque. J'ai travaillé sur tout un article qui sortira dans un ouvrage d'Éric Baraté avec Alice Rué et Léa Lansade. Voilà, et où effectivement, moi, j'ai pu leur apporter des documents sur l'intelligence animale en 1880, alors que on était peut-être un petit peu bloqué sur cette perception de on n'a jamais parlé de l'intelligence animale avant ces premières recherches sciences du vivant, etc. Et de la même manière, voilà, vous voyez, ce croisement des approches me permet d'avoir cette reconstruction contextualisée d'états émotionnels tout à fait plausible. Alors après toute cette présentation qui peut paraître abstraite, moi je vous propose une petite étude de cas qui est tout à fait à l'ordre du jour puisque j'ai pris mon sujet actuel hein, qui est très intéressant. On va parler d'Eclipse. Alors Eclipse, c'est un cheval qui a une histoire absolument passionnante. Hein. Il est considéré comme le cheval qui a changé la pratique des courses pour toujours. Hein. On va le voir au fur et à mesure. Alors ça sera plus court que ce que je peux écrire et réécrire au fur et à mesure, mais on va poser un petit peu les bases et donner des cas concrets, voilà. Donc là, je vous ai mis une petite peinture de George Stubbs. Alors, à savoir qu'Eclipse a bénéficié de beaucoup de représentations picturales. Je ne suis pas historienne de l'art, alors je m'y penche avec des historiens de l'art parce que c'est extrêmement intéressant. Ce sera encore une petite parenthèse, mais je suis la professionnelle des digressions, donc voilà. Les représentations de courses sont absolument fascinantes quand vous travaillez sur le point de vue animal. Déjà parce que vous avez des représentations qui évoluent, hein, vous le savez, du galop volant à la chronophotographie, voilà, qui vous apporte beaucoup de détails, à certaines peintures où on voit vraiment que le peintre a étudié jusqu'au plus infime muscle de l'anatomie du cheval et l'a représenté en contraction. Moi, ça m'aide beaucoup. Je travaille au domaine de Grosbois, donc centre d'entraînement international des chevaux de course au trot. On a ce musée du trot avec des peintures qui sont extrêmement expressives, parfois sur la violence, beaucoup sur la violence d'ailleurs, des courses avec des projections de cravache et des chevaux qui vont être représentés par exemple avec les yeux un petit peu révulsés, on voit beaucoup le blanc de l'œil, des contractions de l'encolure qui sont tout à fait significatives d'un inconfort par exemple, une bouche qui bave beaucoup et un mort un enrainement très contraignant. Et ça, j'ai travaillé dessus justement avec Alice et Léa et ça a été absolument passionnant tout ce qu'elles ont pu m'apprendre et où moi j'ai pu remettre dans ce contexte historique par exemple sur des peintures du 19e siècle où on veut montrer le cheval dans l'effort et que l'animal fait l'effort que l'homme lui demande, quand bien même ça le contraint en fait dans sa propre existence. Ça, il faut le garder à l'esprit aussi. Pour revenir à Eclipse, on remonte un petit peu le temps. Alors, je vous l'ai dit, moi, je suis 19e de cœur et de pratique, mais Eclipse est un cheval du 18e siècle, pardon, qui est né en 1764 et qui est mort en 1789 et qui a une carrière alors courte mais exceptionnelle. Bien ici.
Excusez-moi, c'est ma souris qui... Voilà, donc Eclipse, The Horse That Changed History Forever. Cheval emblématique, on en parle tout le temps. D'ailleurs, je pense qu'il est assez connu quand on travaille sur l'histoire des courses et sur l'histoire du cheval. L'inconvénient, on va dire, c'est que quand on commence à travailler sur Eclipse, enfin sur les chevaux de course en général, vous allez toujours trouver dans ces sources manuscrites une mention d'Eclipse, une mention de gladiateurs aussi, vous voyez, enfin des chevaux qui sont majeurs dans l'histoire. En revanche, les récits sont exceptionnels. Souvent, les chevaux sont réduits à leur performance, mais c'est ce qu'on leur demande à ce moment-là, donc c'est plutôt logique, mais ils vont ressortir du lot sur des récits qui créent vraiment une légende. Eclipse est un cheval considéré comme légendaire. Hop. Avec effectivement quelques petits problèmes de source, c'est-à-dire que les productions vous racontent à peu près toutes les mêmes choses avec très peu de nuances, très peu de détails. Là, je vous ai mis 2 références. Alors, ce sont des livres anglais, dont un, c'est-à-dire le deuxième, celui de Theodore Andrea Cook, qui aurait comme source effectivement certaines sources de famille pas du tout trouvable à l'heure actuelle, ou alors je me déplacerai volontiers en Angleterre quand je le pourrai, mais effectivement, le corpus est assez paradoxal, les sources sont très peu nombreuses et elles sont très homogènes. Il y a vraiment très peu de variantes sur l'histoire d'Eclipse, et pour la plupart, ce sont des récits postérieurs. On revient à Eugène Gaillot, il en a fait toute une... Dans chaque ouvrage qu'il consacre aux courses, il y aura toujours un passage plus ou moins long sur Eclipse, le plus long étant dans un ouvrage qu'on appelle les Haltes de chasse, et qui concerne tout un chapitre en fait sur le cheval, avec des propos rapportés effectivement de sources qui évidemment ne sont pas nommées. Sinon, ça ne serait pas drôle. Voilà. Donc effectivement, quand vous parlez d'Eclipse, on est focalisé sur la performance. C'est un cheval qui est invaincu pendant toute sa carrière. Il fait 18 courses, il n'en perd jamais aucune. Mais il ne fait pas seulement des courses, il faut quand même s'imaginer, alors d'après la légende, mais quand les légendes se recoupent, on finit par s'interroger tout de même sur le fait qu'elles soient quand même vraies. Eclipse mettrait apparemment à peu près 200 mètres de distance entre le poteau d'arrivée qu'il dépasse et les concurrents qui sont derrière lui. C'est pour ça qu'on a une phrase assez célèbre qui dit que Eclipse met les chevaux nowhere, c'est-à-dire donc nulle part, mais alors c'est pas une expression qui a été jetée comme ça par son propriétaire qui était O'Kelly à l'époque, c'est-à-dire que quand on est aux courses en Angleterre à ce moment-là, donc on est au 18e, si on dépasse, alors c'est 100 mètres, je crois, de distance, le premier qui passe le poteau et ceux qui arrivent ensuite, ils sont considérés comme nulle part, c'est-à-dire qu'ils sont disqualifiés, et que vous doutez bien de la conséquence, c'est-à-dire que tous les paris qui ont été faits sur les chevaux concurrents sont gagnés par les bookmakers. Encore un très gros problème au niveau des courses et au niveau de l'économie. Donc Eclipse va commencer à faire parler de lui sur le turf anglais, voilà, parce que c'est assez intéressant puisque... Alors attendez, on va se remettre ici. Voilà. Alors à savoir quand même qu'Eclipse, pour son origine, un petit peu son arbre généalogique, c'est un fils d'un étalon qui s'appelle Marsk et d'une jument qui s'appelle Spiletta. Donc, petite histoire très courte, à l'époque, ce sont 2 légendes, on va dire, du turf, et on promet un produit des 2 qui sera exceptionnel. Donc, c'est le duc de Cumberland qui va récupérer la jument pleine. Eclipse doit son nom à l'éclipse qui aurait été... qui aurait probablement eu lieu lors de sa naissance. Et ensuite, on fonde beaucoup d'espoir en lui. D'un point de vue animal, c'est extrêmement intéressant puisque Eclipse n'est pas né, qu'il est déjà engagé en fait dans une course quand il aura 4 ans, contre un rival du duc, comme d'habitude, et où il certifie que son cheval gagnera parce que de toute façon, ses origines sont exceptionnelles. C'est très intéressant puisqu'on met déjà, alors je dis pas d'anthropomorphisme, mais on va parler comme ça, mais on met déjà une pression assez intense en fait sur les performances du cheval, alors même qu'il n'est pas né. Et vous savez très bien que la génétique ne fait pas tout. On peut avoir
un étalon et une jument avec des performances exceptionnelles qui donneront un cheval qui ne sera pas du tout fait pour les courses. On le sait très bien, ça arrive assez régulièrement d'ailleurs. Donc voilà, et ensuite, d'autres problèmes, c'est que Eclipse n'a pas du tout le physique du cheval de course qu'on attend, le beau et bon cheval qu'on attend, le beau et bon cheval de course qui doit avoir vraiment, qui doit respecter ce tableau physiologique qui est extrêmement précis. Il n'a pas du tout ce physique-là. Il est très critiqué, en fait, tout simplement quand il va naître à l'écurie. Et le duc de Cumberland n'est pas du tout convaincu. Alors on dit qu'Eclipse a la croupe beaucoup plus haute que l'encolure et qu'il a une longueur de corps, bout du nez à bout de queue qui n'est pas du tout représentative de ce que devrait être un cheval de course. En plus de ça, il a ces fameuses balsanes blanches et il a l'air, comment dire, enfin, il ne représente pas du tout le modèle parfait du cheval de course qu'on attend de la part des galopeurs à ce moment-là. Et en plus de ça, vous trouvez dans les sources qu'il est fortement critiqué par ses mauvais comportements. Alors Eclipse, c'est pas du tout un cheval docile, très loin de là. Il est très vite contrarié par les méthodes d'entraînement, qui sont extrêmement dures à l'époque, notamment quand les chevaux doivent aller plus vite. Alors à l'heure actuelle, vous baissez les œillères, vous débouchez les oreilles. Pour les pousser à courir un petit peu plus vite à l'entraînement à ce moment-là, on leur met ce qu'on pourrait apparenter un petit peu à des côtes de mailles sur l'encolure, et plus il court, en fait, plus le bruit vous connaissez le principe, de toute façon, le cheval est un animal de fuite, donc quelque chose qui le contrarie à ce point-là, effectivement, il va aller plus vite. C'est ce qui se passe beaucoup à l'entraînement. Et Eclipse, à un moment donné, on va même envisager la castration pour lui en disant que c'est la seule solution pour calmer un cheval aussi dangereux, parce qu'apparemment il mord, il rue, il fait tomber, enfin il est très difficile. Alors c'est sûrement des comportements qui parfois sont un petit peu exagérés, ne serait-ce que pour ancrer un petit peu plus la légende d'avoir réussi effectivement à maîtriser ce cheval très caractériel et qui n'avait pas du tout le physique fait pour les courses, et d'en faire un cheval aussi performant. Donc on a beaucoup de résistance à la contrainte, et lorsque le duc de Cumberland va mourir, donc 1 an après la naissance d'Eclipse, juste avant, il fait le tour de l'écurie avec on va dire son premier garçon, on va dire ça comme ça, et il parle d'Eclipse comme étant un cheval qui ne fera rien du tout, et je vous ai mis un petit peu l'extrait que vous avez juste là. Voilà, et vous ne possédez peut-être pas, pour le dompter, les secrets de Sullivan. Alors à savoir que Sullivan, on parle de Tom Sullivan, c'est un Irlandais qui a aussi sa propre petite légende à ce moment-là sur le turf anglais. Il aurait la capacité de murmurer à l'oreille des chevaux et de les calmer instantanément. Et c'est un personnage qui va fréquenter Eclipse pendant les 6 premiers mois de sa vie, et qui ensuite sera renvoyé, mais qui va le retrouver après. Enfin, je vous invite un petit peu à regarder un petit peu cette histoire du cheval qui est un petit peu plus complexe. Et vous voyez cette phrase qui est assez choquante presque. Mais puisque le petit-fils de Godolphin et de Schilder, alors légende également pas forcément pas du turf, mais de la création effectivement de ces chevaux de course, est indigne de ses aïeux que justice soit faite de cette dégénération. Alors c'est une phrase qui est quand même extrêmement forte, c'est-à-dire que le cheval était d'ores et déjà condamné, ne serait-ce que par mauvais comportement et par un physique qui n'est pas du tout représentatif de ce qu'on attend, et qui va lui valoir effectivement d'être vendu aux enchères pour vraiment pas grand-chose, honnêtement. Et récupéré ensuite par ce fameux O'Kelly et par un vendeur de chevaux qui s'appelle William Wildman, qui voit en lui, apparemment, et de ce qu'on raconte, un cheval qui sera exceptionnel. Banco, puisqu'il va perdre aucune course. Eclipse est mis au travail à partir de 5 ans, donc parce que O'Kelly tenait à ce qu'il ait fini effectivement cette croissance pour pas le casser, et il commence à l'entraîner un petit peu de manière cachée parce qu'il se rend compte que même à l'entraînement, il a des performances qui sont absolument hors normes. Il y a une explication, on y reviendra plus tard, mais les performances d'Eclipse en fait démontrent une capacité pulmonaire exceptionnelle. Vraiment, il peut courir sur de très longues distances. Il faut quand même se rendre compte qu'à ce moment-là, les courses hippiques, c'est pas les distances d'aujourd'hui et c'est pas la fréquence d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le cheval, il peut courir 3 fois 5 km dans la journée.
Donc c'est pas, il y a les poules, on va dire générales, et ensuite il y a un petit peu les demi-finales et les finales où le cheval peut courir 3 à 4 fois dans la journée à des vitesses qui sont pas forcément celles de maintenant, mais qui sont quand même extrêmement soutenues. Voilà, donc une activation intense en course, et au fur et à mesure des écrits que vous retrouvez sur Eclipse et qui forment sa légende, le cheval va commencer à poser problème sur les hippodromes, à tel point que c'est l'un des rares, et c'est pour l'instant le seul, pour lequel vous trouvez des mentions de menaces de mort, à la fois pour le cheval et à la fois pour ses propriétaires, parce que plus personne ne veut courir contre Eclipse, parce qu'il met tellement de distance entre lui et ses concurrents quand il passe le poteau, qu'il y a des personnes qui finissent littéralement ruinées, en fait, à essayer de courir contre lui. Même le meilleur cheval d'Angleterre à ce moment-là court contre lui. J'ai mangé son nom, pardonnez-moi, mais il ne réussit même pas à l'égaler à l'épaule, hein, c'est ce qui est dit. Donc O'Kelly son propriétaire va recevoir des menaces de mort à l'encontre du cheval, et le lad qui s'occupe de lui va lui dire qu'il peut protéger la nourriture, mais qui va pas pouvoir le protéger d'une balle qui peut être tout simplement, en fait, on peut tirer sur le cheval sur l'hippodrome, et on imagine quand même un petit peu la pression qui doit être qui doit graviter à la fois autour du cheval et à la fois autour des propriétaires, mais beaucoup du cheval, parce que c'est des éponges émotionnelles, hein, il a forcément à un moment donné dû sentir les tensions. Alors du coup, son propriétaire finit par le retirer des courses après toutes ses victoires. De toute façon, il est invaincu, sa légende est faite, et on va en faire un reproducteur. Les menaces de mort cessent, bien sûr, puisque le turf se rééquilibre et les paris sont de nouveau possibles, avec potentiellement des victoires. Et en revanche, on va commencer à parler de fatigue et de douleur de fin de vie. Ça, c'est une partie qui est intéressante et qui appartient encore une fois à Eugène Gaillot et à Eugène Chaput, d'ailleurs, et où il va vous parler de la fin d'Eclipse comme d'une fin exceptionnelle, puisque le cheval va retourner au pré, et que O'Kelly fait construire la première voiture qui permet de transporter un cheval, puisqu'en fait, il n'était plus capable de marcher. Alors quand vous lisez ça au départ, vous dites c'est assez émouvant, voilà. Eugène Chaput le dit lui-même dans son ouvrage, hein, il dit que c'est très émouvant qu'un propriétaire soit aussi amoureux de son cheval, qu'il puisse faire construire une voiture. Bon, la réalité, quand vous connaissez le principe du cheval comme animal de fuite qui ne peut plus marcher, je pense qu'on imagine assez aisément que émotionnellement, je suis pas certaine qu'il ait façon de parler, était très content de devoir être transporté en voiture sans rien voir, et qui plus est sans avoir cette capacité effectivement de fuite, qui plus est pour un cheval considéré assez réfractaire et qui ne donnait absolument pas sa confiance à n'importe qui, hein. Eclipse d'ailleurs garde absolument le même jockey pendant toute sa carrière, parce que ça aurait été le seul homme qui aurait été capable de monter dessus sans se faire éjecter immédiatement, et on dit même que c'est un personnage qui l'aurait compris assez vite et qui le laissait courir, en fait, sans le pousser, selon ce que le cheval pouvait faire et voulait faire, parce qu'il était sûr qu'en respectant et c'est vraiment écrit comme ça, donc c'est très intéressant pour l'époque, qu'en respectant ses prédispositions et sa volonté, il savait qu'il allait en tirer le meilleur. Hop. Voilà, donc ce que toutes ces sources en fait nous montrent d'Eclipse, ça va être un cheval acteur qui effectivement ne subit pas seulement, hein, vous savez qu'il y en a qui sont assez résignés parfois dans la contrainte, et Eclipse va provoquer certains changements dans les courses hippiques, notamment sur certaines méthodes d'entraînement et certaines interrogations, puisque c'est un cheval qui a supporté peut-être plus que ce que l'on infligeait à des chevaux entre guillemets plus classiques à ce moment-là. Il faut savoir que les entraînements sont à la fois durs pour ce que les chevaux doivent porter, par exemple cette côte de maille dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi parce qu'on les force à courir et à avoir des sudations extrêmes, hein. Il y a toute une explication de sa vie à l'écurie. Alors c'est la seule que j'ai pu trouver dans le livre effectivement de Theodore Cook. On explique qu'Eclipse est enfermé été comme hiver dans un box sans fenêtre, dans le noir, et qu'il dort en général avec 3 ou 4 couvertures pour pousser la sudation. N'importe qui présent ici, qui connaît effectivement le fonctionnement du cheval, se doute que
c'est quand même assez catastrophique et ça interroge beaucoup quand on sait qu'il y en a qui survivent par moins 15 degrés sans leur petite couverture et qu'on n'a pas besoin de... Je vois Camille qui sourit parce que c'est le cas effectivement. Enfin, on sait très bien, la forte sudation... D'ailleurs, je suis assez étonnée qu'on ne parle pas de coups de sang chez Eclipse, mais on le fait courir sur de très grandes distances. Autre chose aussi, le contexte des courses pour l'animal et particulièrement pour Eclipse, il est très particulier puisque à ce moment-là, on ne les déplace pas en train, vous le savez. Donc, ils vont aux courses par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils partent avec le jockey et qu'ils y vont tout simplement en courant. Donc, en général, ils arrivent 3 à 5 jours avant les courses. C'est double peine. Hein. Le trajet est quand même assez particulier. Ce ne sont pas des routes qui sont forcément adaptées. On coupe à travers les bois, vous voyez, ce genre de choses. Il y a des obstacles à franchir. Enfin, il y a quand même un contexte qui est très différent, par exemple, du 19e siècle. On va faire des voitures spéciales pour les chevaux de course avec une tarification réduite pour les propriétaires parce qu'ils participent à cet effort de revalorisation du cheval. Enfin, c'est très différent. Hein. Et j'en suis où? Bref, bon, tous ces documents qui nous permettent de construire cette légende, et je finirai par 4 petits points, c'est-à-dire que l'histoire d'Eclipse, en dehors du fait d'être un petit peu du pain béni quand vous travaillez du point de vue animal, parce qu'on en a tellement fait une légende qu'on a presque l'impression finalement d'avoir une histoire à échelle d'homme, hein, si je peux dire ça comme ça. Hein. C'est vraiment extrêmement... c'est pas détaillé, mais on y met beaucoup de vocabulaire pour en faire une légende et pour que le lecteur se rende compte à quel point il était exceptionnel. Et ça traverse les siècles, on en parle encore aujourd'hui. En 2012, il y a encore eu un ouvrage sur... alors, c'est un petit moment maintenant, mais il y a encore eu un ouvrage, effectivement, sur cette légende du turf. Et Eclipse va rester dans la famille donc de O'Kelly, mais qui va décéder. C'est son frère hein, qui va prendre le relais. Il va mourir à 26 ans, donc il meurt dans son pré. Voilà, donc on précise bien qu'il pouvait presque plus marcher, etc. Il serait mort de colique, hein, mais malheureusement sur quelques jours avec des traitements des saignées qui ne marchent pas. Enfin, ça aussi, c'est quand même assez... Alors, c'est tout à fait dans l'air du temps, si je peux dire ça comme ça, à l'époque, mais quand on projette effectivement les connaissances éthologiques, vétérinaires qu'on a à l'heure actuelle, on imagine tout de même cette fin de vie fortement douloureuse et émotionnellement difficile. Et le cheval, par ses performances et sa légende, on va demander une autopsie, en fait, du cheval, qui va être faite en Angleterre par un Français, donc Vial de Saint-Bel, en 1789. Vial de Saint-Bel, qui était à ce moment-là, pour la petite histoire, un vétérinaire donc français, mais qui a été exilé en fait en Angleterre. C'est pour ça que l'autopsie d'Eclipse lui revient, parce qu'apparemment c'était le seul ayant les capacités pour le faire à ce moment-là, parce que étonnamment, les cours sont extrêmement développés en Angleterre, mais pas forcément les soins et le travail, on va dire, de sciences vétérinaires, si je peux dire ça comme ça à ce moment-là, qui va être fait derrière. Donc l'autopsie, elle va révéler quelque chose d'extraordinaire, c'est que le cœur d'Eclipse pesait 7 kilos, donc 2 fois le poids d'un cheval, on va dire, classique, et qui lui donnait effectivement ses capacités pulmonaires absolument exceptionnelles, hein, qui ont fait qu'il a pu courir parfois 3-4 courses dans la journée de 3 ou 4 kilomètres, et où son jockey disait « mais je ne le pousse même pas, puisque de toute façon, je sais qu'il en est capable ». Et alors ça, c'est sûrement très exagéré, mais on dit qu'il ne transpirait pas et qu'il ne soufflait pas. J'en doute un tout petit peu, mais effectivement, avec un cœur de 7 kilos, ça peut tout à fait se comprendre. Charles Vial de Saint-Bel va également produire des schémas au niveau de la locomotion du cheval et montrer en fait que quand il court, il est pratiquement étendu à 180 degrés. Donc effectivement, vous retrouvez les schémas, hein, ils sont disponibles. Je les donnerai à ceux que ça intéresse. Et pourquoi l'histoire d'Eclipse, elle va être, pour finir, vraiment assez exceptionnelle, autre que sur ses performances, en fait, ça va être, ça conduit directement à la fondation du collège vétérinaire donc, de Londres en 1791 et à une nouvelle forme d'étude en fait des chevaux de course. Alors on n'en retrouve pas un qui a un cœur de 7 kilos, mais effectivement on va travailler énormément sur ses performances. On va commencer beaucoup à travailler sur les soins
à dispenser aux chevaux, sur les méthodes d'entraînement. Il y a beaucoup de choses qui vont changer et qui vont faire d'Eclipse un catalyseur en fait d'une mutation des courses et une remise en cause effectivement de ces normes esthétiques et généalogiques, avec toute la mesure que ça prend à ce moment-là, puisque on reste persuadé que les bons accords feront les bons produits, bien entendu. C'est pas non plus une révolution totale, mais il y a quand même une remise en cause et des questionnements qui sont présents dans les sources manuscrites. Voilà, et effectivement, cette émergence de la figure du champion individuel qui va nous produire beaucoup de travaux sur d'autres chevaux de course. Je parlais de Gladiateur au départ, il va être comparé à Eclipse. Vous en avez d'autres, vous avez Jongleur également, qui est un petit peu moins connu, mais qui est tout à fait intéressant. Et puis voilà, tout ce questionnement, en fait, tout simplement, sur le cheval de course, ce qu'il doit être, ce qu'il est. Et moi, en ce qui me concerne, je dirais que ce sont plutôt les individualités, effectivement, de ces chevaux qui me permettent de construire une autre partie de cette histoire des courses et de remettre vraiment le cheval comme acteur principal. Et voilà, j'ai fini. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Manon. J'arrête le partage de mon écran, je pense. Non? Bah, c'est si tu veux le laisser pour les questions. Oui, oui, tout à fait, oui. Tu le. Ah oui, enfin ouais, c'est si tu veux renvoyer à certains éléments. Euh, Bah, si Angèle et Maurice ne sont pas là, bah, je vais te lancer la partie question alors. Si, c'est bon? Ah, c'est bon. Pardon, excuse-moi, j'ai pas compris. Du coup, Camille, tu te lances sur les questions, c'est ça? Non, c'était pour juste pour ouvrir le truc question parce que je voyais que vous aviez plus les caméras, donc c'était juste pour. Donc si Vas-y, quelqu'un a une Camille. question. Vas-y, Camille. Ah, moi, c'est bon, du coup, j'en ai pas. Enfin, pas encore. Oui, bah, du coup, je me lance. Bah, merci beaucoup pour cette présentation et notamment tout le détail méthodologique. Je me demandais du coup si dans l'écriture, comment est-ce que tu écris ces émotions équines? Parce que je pense notamment au mode d'écriture que propose Éric Baratet, notamment sur l'exemple du chat, je crois. Mhm. Et je me demande voilà, si tu as une écriture particulière. Et pour un peu replacer ma question, je me pose cette question-là parce que donc, je travaille moi-même sur les chevaux et j'essaye de leur donner une certaine place dans ma thèse et de désanthropiser au maximum. Et donc, je me questionne notamment sur comment écrire. J'avais tenté quelques exemples de description avec, on va dire, une écriture plus habituelle et une écriture un peu sur ce mode créatif. Et lors d'une présentation, c'était pas trop passé, quoi. Mon auditoire avait pas franchement compris. Donc, je me demandais si tu avais des pistes d'écriture alternatives. Eh bien, merci beaucoup pour la question et je dirais que on n'écrit pas le point de vue animal sans avoir une sacrée migraine en général, très honnêtement, puisque c'est vraiment une gymnastique. Alors, une fois que c'est compris, assimilé, je dirais que l'écriture, elle devient, je vais pas dire facile parce que c'est pas le cas, mais elle devient plus naturelle. Je vois très bien par rapport au début où j'écrivais vraiment économie, administration, institution, un petit peu cheval. Je vois maintenant que spontanément, quand je vais lire une source, je me préoccupe presque même plus, on va dire, de cette institution et paf, j'arrive à ponctionner un petit peu les renseignements qui vont m'intéresser. Je prenais l'exemple tout à l'heure, alors j'ai déjà parlé bien trop, mais ça sera mon éternel défaut. Quand on parle, par exemple, d'Eclipse dans son écurie, si je déplace pas le point de vue, moi, ça me renseigne sur la dimension du box,
qu'on recommande, ça me renseigne sur la pratique de la couverture, ça me renseigne sur le fait qu'on le faisait travailler de nuit aussi pour, soi-disant, entraîner sa vision, par exemple. Si on le prend d'un point de vue institutionnel, on fait un petit peu une fiche d'entraînement. Ah ben, on faisait ça sur le cheval, alors que maintenant, on fait plutôt ça, etc. Si on le prend, c'est vraiment cette pluridisciplinarité, hein, moi, qui m'a, entre guillemets, ouvert de nouveaux neurones historiques. C'est que tout de suite, maintenant, je vais le lire en me disant, ah mais oui, mais isolement social du cheval, total d'ailleurs, pas de relation avec les congénères, parce qu'en plus de ça, on est terrifié à l'idée que le cheval tombe malade. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein. Souvent dans les paddocks, ils sont tout seuls ou à deux, mais c'est pas, il n'y a pas de groupe de chevaux, il n'y a pas beaucoup de sociabilité, on le sait. Tout de suite, ça va m'interroger. La sudation extrême, ça va m'interroger, point de vue éthologique et vétérinaire, de ce qu'on sait maintenant, en fait, de ce que ça provoque sur le cheval. La nourriture aussi, hein, vous avez énormément d'ouvrages au XIXe siècle qui vont donner des quantités extrêmement précises, mais au centième de gramme près d'avoine pour pas provoquer tel ou tel comportement. Si je le lis avant d'avoir renversé ce point de vue, je me dis voilà ce qu'on proposait aux chevaux, voilà ce qu'on fait maintenant, quelle est l'évolution, voilà. Peut-être principalement dans l'évolution des sciences vétérinaires, etc. Maintenant, je me dis, sur l'organisme, voilà ce que ça aurait pu faire. Potentiellement des coliques, potentiellement des coups de sang, voilà, qui n'étaient pas forcément répertoriés à ce moment-là. C'est plus ça, et je dirais qu'au fur et à mesure, on arrive vraiment à faire en sorte que l'écriture soit beaucoup plus naturelle, et je dirais que si c'est quelque chose qui t'intéresse, je recommande vraiment Biographie animale d'Éric Baraté, absolument, et principalement, alors moi, l'article qui m'a le plus aidé, ça va être vraiment celui sur la girafe à la ville, qui a été assez intéressant. Les travaux aussi de Nicolas Baron, qui sont assez passionnants. Et s'il y a besoin de références, moi, je donnerai évidemment, il n'y a pas de souci, hein, toute cette bibliographie en long, en large et en travers, elle est acquise maintenant. Mais effectivement, je dirais que quand on arrive à, croiser les disciplines, ça devient tout de suite plus lisible. Si tu le lis purement historique, ça marche pas. Ça ressort vraiment histoire de l'administration, histoire de l'institutionnalisation, de la professionnalisation des courses, mais on n'a pas spontanément en fait ce souci de mettre le cheval comme premier acteur en fait de la course, hein, très honnêtement. Ça aide pas beaucoup, hein, mais je dirais que c'est en pratiquant que le plus honnêtement du monde, c'est en pratiquant et en lisant beaucoup de travaux d'éthologues, hein. Moi, j'ai lu énormément de choses que Alice Rué et Léa Lansade ont fait, et en plus de ça, un excellent ouvrage de Léa, Dans la tête d'un cheval, qui bénéficie d'une partie historique, hein, également, parce que justement, hein, le croisement des lectures et le croisement des disciplines ne vient pas forcément d'une demande de notre part, hein, toujours en sciences humaines et sociales, mais parfois sciences du vivant, hein, tout simplement, hein. Très bien. Bah, merci beaucoup. Et donc j'aurais une deuxième question, c'est sur je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de présenter ta thèse au monde des courses, et si c'est le cas, quelle est la réception? Alors la réception, elle est plutôt bonne parce que alors j'ai une thèse particulière. Moi, je suis en thèse CIFRE, donc j'ai ce financement qui me permet en fait de travailler au domaine de Grosbois. Donc je le disais tout à l'heure, Centre d'entraînement international des chevaux de course au trot, hein, dans le 94, qui est un domaine immense, hein, de plus de 400 hectares avec une bonne soixantaine d'entraîneurs. Et alors sur certaines personnes, j'ai des gens qui sont, enfin des entraîneurs qui sont très demandeurs d'échanges, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des limites à certaines pratiques à l'heure actuelle, et que c'est pas parce qu'on fait ça depuis 60 ans que c'est toujours adapté maintenant, sous couvert effectivement de ces notions de bien-être, bien-traitance et race and care qui se développent et qui sont vraiment ancrées maintenant, même pour le public, hein. Je veux dire, les courses sont souvent assez mal réceptionnées par les extérieurs. Par contre, quand on commence à intéresser les gens à leur histoire et aux projets en cours pour certaines améliorations, je pense notamment l'année dernière, 1er avril, interdiction des coups de cravache au trot, par exemple. Ça,
on arrive quand même à replacer l'histoire des courses dans le contexte de la filière et plus généralement de l'agriculture, hein, je dirais. Donc ça ouvre un petit peu au moins des perspectives de discussion. Pas forcément des personnes qui sont convaincues, attention, hein, moi je comprends tout à fait que mon travail puisse être réceptionné parfois de manière très réfractaire, de dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de point de vue animal, hein, c'est arrivé, Éric Baraté l'a subi également, hein, c'est très compliqué, hein, comment par des sources humaines on peut prétendre rapporter le point de vue animal, bah, justement en croisant les disciplines. Je dirais que principalement c'est assez bien réceptionné puisque quand j'ai commencé au domaine de Grosbois, la SETF, donc Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français qui possède le domaine, effectivement, était tout à fait au courant que moi j'ai un travail objectif, on va dire ça comme ça, à produire et pas une valorisation de la filière, tout comme mon travail n'a pas du tout ne vise pas du tout à dénigrer les pratiques, mais justement aussi à participer à cette ouverture de bien-être et de bien-traitance et de dire maintenant qu'on a posé ces choses-là, que peut-on faire, hein, tout simplement. Une participation active, hein, je dirais, et pas forcément simplement dans les écrits pour publier une thèse et je dirais que je suis plutôt historienne de terrain, on va dire ça comme ça. Donc je dirais 70-30. Allez. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Est-ce que je peux, alors d'abord, je prends la parole simplement pour vous féliciter. Merci. Si, non, non, mais c'est très, très intéressant et j'ai été surpris en fait que vous preniez Eclipse comme animal fétiche. Oui, parce que alors euh, en matière de maltraitance des chevaux à cette époque-là, je crois que les chevaux de course n'étaient pas les plus malheureux. Les chevaux de labeur ordinaires, quand on voit les lésions osseuses qu'on a sur les chevaux ordinaires, sont pas les chevaux de course qui sont les pires. Alors, je voulais simplement, en tant que vétérinaire, hein, simplement vous rappeler une chose, c'est que euh, bon, ce ne sont pas les courses ni les chevaux de course et ni l'intérêt qu'on leur porte qui ont été à l'origine de la création de la vétérinaire en Angleterre. Vial de Saint-Bel n'a pas, il a, il a émigré, d'accord, en Angleterre parce que c'était un homme ambitieux, qui avait une carrière devant lui, mais Vial de Saint-Bel n'a pas fui la France non, il a été viré par Bourgelat de l'école vétérinaire de France, mais ce qu'il faut dire, c'est que ce sont les Français qui ont les premiers créé une vétérinaire rationnelle, enfin, qui ont essayé de faire une vétérinaire rationnelle et qui l'ont exportée dans tous les pays. Euh, L'Angleterre en particulier, mais aussi les États-Unis, les différents pays d'Allemagne actuelle ou l'Italie. Donc, ce n'est pas un cas particulier. Les Anglais euh, ont fondé le Collège vétérinaire de Londres avec des fonds privés, c'est une habitude anglaise. Jamais l'État anglais ne s'est investi ou très tard dans la formation des vétérinaires. Mais les vétérinaires très tôt en Angleterre se sont intéressés aussi aux bovins, contrairement à ce qui s'est passé en France. Hein. En France, les bovins, on s'en est pas occupé pratiquement jusqu'au XXe siècle. En Angleterre, oui, si. Et je ne pense pas que c'était le monde des courses qui a suscité les contributeurs financiers du collège vétérinaire à créer celui-ci. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que sur la sudation. Alors, les sudations, c'est pas propre à ce cheval. Tous les Anglais et les Anglais qui sont venus en France, parce que à partir du moment où on a eu des chevaux de course en France, on a importé aussi les grooms qui allaient avec. Et les vétérinaires n'avaient pas du tout le droit de s'occuper en France des chevaux anglais. Seuls les grooms s'occupaient
de les entraîner et surtout de les soigner. Alors, on faisait courir le cheval avec une, deux ou trois couvertures. On les laissait pas nécessairement au box avec des couvertures, mais c'était surtout au moment du travail. Alors, on pensait en fait que plus le cheval était maigre, plus il courait vite, ce qui n'est pas complètement faux, mais c'était pas certainement la meilleure méthode. On se servait aussi pour ça de laxatifs. C'est-à-dire que les chevaux avaient été continuellement, ils avaient continuellement la diarrhée pour essayer, en fait, ils étaient trop nourris aussi. Tout ça, c'était aberrant, mais maintenant, on le sait, certes, mais ça a continué, même en France, jusqu'à ce que des entraîneurs arrivent à la fin du 19e siècle, au début du 20e, viennent des États-Unis. À partir de ce moment-là, euh, les, les éleveurs enfin les entraîneurs américains ayant davantage de succès, vous savez qu'ils ont inventé la vente euh, en suspension aussi, euh, on a complètement changé les méthodes et on a abandonné les méthodes anglaises qui ont perduré jusqu'en 1903, 1905, à peu près. Donc, ça n'est pas un cas particulier d'éclipse. Je voulais quand même vous dire que la sudation n'a jamais donné de coup de sang. Le coup de sang, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, je pense que ce que vous appelez un coup de sang, c'est une myoglobinurie, non? Je sais pas. J'ai pas entendu, excusez-moi. Est-ce que vous considérez que le coup de sang est une myoglobinurie? Ah non, j'étais pas partie sur le principe que la sudation provoquait le coup de sang, hein. Non, J'ai cru vous, peut-être, j'ai non, cru que, alors honnêtement, oui, peut-être certains abus de langage ou petits raccourcis qui ont été faits de ma part, effectivement, mais non, d'accord. non, je suis pas partie de ce point de vue-là, bien sûr. Alors, quant au traitement des coliques, je suis désolé, le traitement des coliques n'était pas douloureux. Le fait de saigner un cheval n'est pas spécialement douloureux. Et les traitements qu'on donnait aux chevaux pour les coliques étaient surtout inopérants, mais on ne faisait rien qui les faisait souffrir. Alors évidemment, le cheval, il souffrait de coliques, mais on était incapable justement de contrer ces douleurs. On serait je pense qu'on aurait pu se servir à cette époque-là de morphinique, mais malheureusement, c'était contre-indiqué puisque ça arrêtait le transit, comme vous savez. Donc, en fait, on peut pas dire que la fin, la fin de vie, si, on peut dire la fin de vie d'Eclipse a été douloureuse, mais ça n'est pas du fait de la maltraitance des vétérinaires. Je ne défends pas spécialement ma profession, mais quand même. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Enfin, c'est un petit peu. J'espère que j'ai pas été trop désagréable. Hein. Voilà. Non, non, Mais vous inquiétez pas. Moi, je suis vraiment pour l'échange et je vous remercie pour les commentaires que vous venez de faire. Alors, pour revenir très rapidement sur le premier point qui concernait effectivement Viade de Saint-Bel, euh, j'ai pas l'occasion, je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé, j'ai pas forcément l'occasion effectivement de détailler tout ce que j'ai pu travailler à ce sujet sur un article qui fera l'objet hein, d'un chapitre de livre, donc qui sera beaucoup plus large. Mais effectivement, je suis pas partie du principe que c'était comment dire que il y avait ces innovations vraiment on va dire grâce à lui là j'ai vraiment parlé du cas d'Eclipse parce que c'est lui qui s'est chargé de cette autopsie mais j'ai tout à fait conscience de ce que sont les sciences vétérinaires à ce moment-là que ce soit pour la France, l'Angleterre qu'il a été effectivement renvoyé de l'école par Bourgelat, etc. Ça oui, j'ai peut-être un petit peu trop réduit. Il y a peut-être des choses effectivement que j'aurais pu préciser ou contextualiser davantage, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites à ce sujet, hein, et j'en ai tout à fait conscience, effectivement. Peut-être un petit peu trop réduit. Au niveau, le dernier point dont vous parliez sur les coliques. Alors effectivement, je parlais pas forcément des saignées qui ont fait partie du traitement de ces coliques, mais plutôt
du fait qu'on a un petit peu, de ce que disent les sources, attention toujours, tâtonné sur les soins à apporter au cheval sur la fin de vie quand on voyait que ça commençait à un petit peu mal se passer et que son LAD a commencé à alerter sur une baisse de forme assez inhabituelle. On a testé des choses avant effectivement que le cheval décède, apparemment effectivement de coliques. Donc ça, sur le traitement douloureux, c'est pas le traitement douloureux ressort pas forcément sur les soins vétérinaires qui ont été apportés, mais plutôt sur l'état physique du cheval qui est relié à ses très grandes performances et aux efforts physiques extrêmement intenses qu'il a produits pendant sa carrière courte, mais très forte. Hein. Il est certain que l'entraînement à cette époque-là était complètement aberrant et que c'était des animaux en fait mais qu'on maltraitait, c'est absolument vrai. Mais je ne veux pas être désagréable non plus. Mais enfin, vous savez que le, les courses actuellement sont pas forcément très respectueuses du bien-être animal. Quand on sait le nombre de d'ulcères à l'estomac qu'ont les chevaux de course, c'est pas un signe de très très bon moral. Hein, c'est pas, mais c'est le problème des courses. Sans ça, il n'y aurait pas de course. Hein, sans ça, et on tend. Je pense que du point de vue de la protection animale, il faudrait cesser de se servir des chevaux complètement. C'est pas, on garderait les chevaux de jardin, c'est tout. Je suis désolé, mais c'est quand même ça. Quand vous voyez les chevaux qui ont la langue attachée à l'extérieur parce qu'ils ont une DDSP et qu'on n'a pas voulu les opérer en, en, en course de trot, vous savez mieux que moi que il y en a un certain nombre qui sont comme ça. Mmh mh. Ah non, mais Est-ce je que suis tout à fait d'accord avec ce que vous exposez et je viens de me souvenir effectivement du deuxième point, dont vous parliez tout à l'heure. C'était, au niveau, du traitement des chevaux de course, par rapport effectivement aux chevaux de labeur. Je vous rejoins, hein, c'est pas du tout les mêmes pratiques, c'est pas, alors que l'entraînement, soit effectivement considéré comme aberrant à l'époque par rapport aux connaissances qu'on a maintenant, bien sûr, hein, je veux dire, moi je lis des choses où humainement, je veux dire, quand vous regardez les sources d'époque, vous pouvez pas faire autrement que d'avoir un petit peu les cheveux qui se hérissent et de s'interroger beaucoup en fait sur son travail, bien sûr. Mais autre chose aussi, hein, je parlais de la SPA, mais il y a des considérations qui sont extrêmement différentes à l'époque sur effectivement les chevaux de course, les chevaux qui sont utilisés pour labourer les champs, porter, etc. Et encore pire, hein, je veux dire, enfin encore pire, en tout cas dans les sources, qui est énormément critiqué, ça va être les cochers hein, principalement et les chevaux qui sont dans la ville, hein, mais d'ailleurs, je crois que c'est en 1904 que on a pris comme exemple de manifeste de la SPA cette affiche avec ce cheval qui porte beaucoup trop avec un cocher très violent et qui est en train d'agoniser, la bouche en sang par terre. On le sait très bien, ils étaient abandonnés là, on en prenait un autre et on continuait. Hein. Pas du tout des conditions de vie qui sont enviables. Effectivement, il y a vraiment une espèce de catégorisation hein, presque de ce qu'on considère comme bon traitement et mauvais traitement hein, au niveau de ces chevaux de course, ces chevaux de labeur, ces chevaux de tirage, etc. Hein. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez exposé, hein, bien sûr. Alors, je voulais revenir en particulier. Vous avez avancé en fait que le déplacement avant la course par la route était quelque chose de, je dirais pas une sorte de maltraitance par rapport au train. Je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense que le cheval qui fait une centaine de kilomètres qu'on n'a pas dû forcer pendant son déplacement, parce que c'est pas le moment d'avoir une fourbure. Hein. Il faut quand même pas. Il faut se remettre un petit peu dans le. Je pense que l'entraîneur, il l'a amené gentiment au pas. Ils ont mis 3 jours pour arriver sur l'endroit des courses. Alors par rapport au train, eh ben je ne suis pas sûr que le train soit une partie de plaisir pour un cheval. Donc, je ne sais pas. Là, je suis pas forcément d'accord. Je pense que le déplacement par la route, et les routes, elles étaient pas forcément. On commençait à avoir du macadam en Angleterre, c'est vrai.
Mais bon, je pense qu'on devait faire attention quand même euh, à pas abîmer le cheval sur la route. Hein. Je pense qu'il n'arrivait pas au galop. Hein. Faut quand même, voilà. Ah non, non, mais alors sur ce point-là, on est bien d'accord. Alors encore une fois, je vous dirais que c'est plus cette description-là que je peux faire des voyages, on va dire, jusqu'aux courses en ce qui concerne Eclipse. Ça va plutôt être pour expliquer vraiment, on va dire, l'ensemble de ce qu'on lui demande et de ce que demande et de ce qu'on, pardon, demande à un cheval de course à cette époque-là. Mais j'estime pas du tout que le trajet en train qu'on peut faire au 19e siècle est bien mieux. Hein. Pour vous dire, moi, je commence à travailler, enfin, j'ai commencé à travailler dessus depuis quelques temps. Alors, les témoignages sont très 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 réduits hein, sur cette partie-là, mais effectivement, les chevaux qui sont dans les wagons pour aller jusqu'aux courses, où on s'imagine avec les descriptions, la météo possible, la chaleur qu'il peut faire, l'humidité et tout simplement les probables les petits conflits qu'il peut y avoir entre les animaux et en plus les attaches très courtes et le fait qu'on ne soit pas sur un TGV qui glisse sans aucun problème sur ses rails, mais qui doit plutôt, je pense, bien secouer parfois. Effectivement, si on compare comme ça, je pense que le cheval est mieux loti à aller gentiment au pas pendant 2 jours en s'arrêtant dans les auberges jusqu'à l'hippodrome, plutôt que brinque-ballant dans un train. Ça, évidemment. Voilà, bon, c'est à peu près tout. Je vois que vous connaissez Nicolas Baron, qui est un ami à moi. Mais voilà, enfin, c'est donc j'ai été très très intéressé par ce Eclipse qui était tout à fait non conforme du point de vue de la des proportions. Et Bourgelat, le fondateur des écoles vétérinaires, qui était quand même au départ un écuyer, euh, avait donné du cheval euh, une sorte de... il avait dessiné un cheval idéal et qui était en fait un cheval de manège. Et Eclipse était tout à fait le contraire de ce cheval. Et Vial de Saint-Bel a, a mesuré le cheval en question alors qu'il était encore vivant. Et il a été très content de contrer son maître Bourgelat, détesté, pour lui faire comprendre ses erreurs, alors qu'on sait maintenant que il n'y a pas de cheval modèle, hein, il y a des chevaux adaptés à différents usages. Voilà. Oui, tout à fait. Bah, sa description hein, du cheval à Vial de Saint-Bel, elle est particulièrement intéressante. Hein. Effectivement, on peut pas tout dire dans la Oui. présentation, mais effectivement, c'est particulièrement intéressant. Son schéma est particulièrement intéressant. Hein. Je veux dire, les angles, etc. C'est vraiment très utile. Et j'ai bien pris cette étude de cas pour sortir un petit peu de l'abstrait, pardon, de la théorie point de vue animal, mais aussi parce que c'est assez exceptionnel de voir qu'un cheval, comme vous le disiez très justement, non conforme, devient finalement un modèle hein, de comparaison au fur et à mesure. Hein. Je veux dire, tous les grands chevaux de course bénéficient au XIXe siècle dans les écrits d'une comparaison avec cette légende hein, qu'est Eclipse. Hein. Voilà. Ah non, mais je vous remercie beaucoup pour vos Je vous commentaires. en Ça prie. permet en plus d'éclaircir certains points que j'ai pas forcément pu détailler ou peut-être un petit peu trop raccourcis, effectivement. Donc, merci à vous. Je vous en prie. Si personne n'a de questions, j'ai une question pour toi. Alors, je vais un peu prêcher pour ma paroisse parce que je vais te parler d'élevage, évidemment, tu t'en doutes. J'avais une question. Est-ce que tu as pu travailler aussi sur la question justement de la généalogie, de la génétique?
parce que, comme tu l'as dit, des fois, c'est pas parce qu'on a deux grands champions qu'on va forcément avoir aussi un champion qui va en être. Donc, je voulais savoir si, vu que toi, tu travailles au final sur la période où on a toute l'émergence du studbook et de ces questions-là, est-ce que tu as pu travailler là-dessus? Est-ce que tu as pu voir des choses, je sais pas, des caractères ou des caractéristiques physiques qui peuvent se retrouver d'un parent à l'autre, ce genre de choses? Est-ce que tu as pu établir des espèces de lignées, de points communs sur des lignées, ou enfin voilà, sur la question plus large de la généalogie et de la génétique. Du cheval de course, évidemment. Je dirais que plutôt dans les écrits, et souvent, et d'ailleurs toujours, on a mention de ces chevaux individuellement exceptionnels comme Eclipse, avec une justification au départ de leurs origines, bien sûr. C'est normal qu'ils soient aussi exceptionnels puisque ses parents sont exceptionnels. Par contre, j'ai jamais eu, alors à part vraiment dans l'exemple que je donnais par exemple, dans l'exemple que je donnais sur Eclipse, cette histoire de dire, ben voilà, il est dégénéré, hein, comme on disait, donc hop, on le vend parce qu'il correspond pas à ses parents. Au final, après, c'est très vite rattrapé de dire, bah oui, mais en fait, il est exceptionnel justement parce il a cet étalon et cette jument comme origine. Hein. L'inverse, je l'ai pas. J'ai pas de description, on va dire, décevante, de dire, bah, vu ses performances, ses traits, enfin, sur n'importe quel cheval, ça, je l'ai pas du tout, je l'ai pas du tout repéré. Un petit peu dans la presse, alors vraiment très très peu. Hein. Si je réfléchis vraiment et que je connecte mes petits neurones, parfois dans la presse, dans la France chevaline par exemple, faudrait que je te retrouve vraiment les exemples, mais on peut avoir des mentions comme un tel digne représentant de ses origines a fini premier sur tel prix. Moi, pour l'instant, on va dire que je me suis pas forcément penchée sur tous ces studbooks. Par contre, j'essaye de repérer effectivement les chevaux qui ressortent régulièrement dans les écrits comme Eclipse, Gladiateur, Jongleur. Enfin, Jongleur ressort pas beaucoup, mais quand même. Et de voir un petit peu si justement on corrobore leur performance via leur arbre généalogique ou si justement à l'inverse ils sont exceptionnels mais pourtant de parents quelconques, hein, entre très très gros guillemets, hein, attention. Mais ça mériterait, je suis tout à fait d'accord, ça mériterait une bonne étude. Et si tu es motivé, Camille, j'ai tous les studbooks gros bois, donc ça peut être un sujet effectivement qui pourrait être passionnant, qui fera pas forcément partie là de mon travail, qui sera un petit peu différent, mais ça peut être un sujet vraiment intéressant, ça c'est sûr. Ok, ça marche, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'avais une question, s'il vous plaît. D'abord, merci beaucoup pour cette intervention. La question c'était, est-ce qu'il est possible, sans tomber dans l'anthropomorphisme et surtout l'anthropocentrisme, comment est-ce qu'on fait une histoire du lien entre le cheval et son cavalier, dans le temps de la course par exemple ou autre, mais ça, c'est comme on a un cheval qui est une source indirecte, comment est-ce qu'on peut interpréter cette relation du point de vue de l'animal et pas de la personne qui est sur son dos? Alors merci pour la question, elle est très intéressante. Effectivement, ça va se passer principalement dans les écrits de course, dans les témoignages que je peux avoir. Alors ça sera souvent sur des grands prix, hein, bien sûr. On parlait de Jeanne Chaput tout à l'heure, ça c'est une personne qu'on aime beaucoup quand on travaille un petit peu sur le point de vue animal parce qu'il met une très grande attention à une description extrêmement complète des journées de course auxquelles il a pu participer et qui, dans la performance, dans ce temps effectivement de course,
On a parfois des mentions d'attitude de jockey et de réaction en fait des chevaux qui sont intéressantes. Et ensuite, tout ce qui est rapport de course, c'est tout à fait intéressant puisque, eh ben, en fonction du placement des chevaux, on a toute la description de tout ce qu'ils ont fait pendant la course et qui reste. Alors après, c'est une très bonne source, mais toujours à prendre avec prudence. Hein. Ça sera le. Alors chaque source est à prendre avec prudence, bien entendu, mais ça sera toujours la complexité de ce point de vue animal. Hein. Ça reste, je dirais, expérimental, valable dans certains moments et avec des limites dans d'autres. Mais quand on a ces descriptions de courses, qui peuvent d'ailleurs fonctionner, on va reprendre l'exemple d'Eclipse, mais qui fonctionnent bien, on a toute cette description d'une course avec son jockey, alors en 1769, hein, oui, c'est en 1769 pour sa première course. On a toute cette description en fait de l'attitude du jockey et de la réponse du cheval aux sollicitations ou à l'absence justement de sollicitations qui est assez intéressante pour après croiser en pluridisciplinaire et essayer de déterminer un petit peu une attitude, si je peux dire ça comme ça. Merci beaucoup. Bon, bah merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir conclure. Plus de questions? Bon, eh ben, merci beaucoup à Manon tout d'abord, et puis Merci à à vous. toutes et tous pour votre présence. Je vous rappelle qu'on se retrouve le mois prochain, donc avec cette fois en présentiel et avec une retransmission en direct avec donc Jean-Louis Gouraud qui nous parlera de l'ascension fulgurante et de la mode du cheval arabe et de ses cousins. Voilà. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous souhaitez vous inscrire pour assister à cet échange. Les places sont limitées. Et encore merci et à très bientôt. Ben, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, bon week-end. Merci, bon week-end. Merci beaucoup, à la prochaine.